Le juge m'a condamné à 3 ans sans amende, innocemment. Vraiment, j'étais sûr d'avoir été emprisonné. Je pensais peut-être que c'est une punition, ou peut-être que le juge me libérera. Un homme travaillant pour le gouvernement a été trahi par le même système qu'il servait. Dans une tentative désespérée de se protéger d'un voleur dangereux, il a pris une décision qui lui a tout coûté. Son travail, sa maison et le respect de la société. Il avait servi dans les forces. Il pensait que cela le protégerait, que les gens comprendraient qu'il avait agi en légitime défense. Mais il avait tort. Personne ne l'a cru. Et finalement, il a fini en prison. Mais qu'a-t-il exactement fait ? Pourquoi l'a-t-il fait ? J'étais seul. Mes autres collègues avaient déjà atteint l'endroit où nous travaillions. Et pourquoi le monde a-t-il été si cruel envers un homme qui a seulement essayé de se sauver ? Je devais me défendre. Découvrons les réponses à ces questions directement auprès de l'homme lui-même. Je m'appelle Stephen Mwangi. Je suis né dans le comté de Nairobi en 1965, dans une famille de 9 enfants, 4 garçons et 5 filles. J'ai rejoint la police kenyane en décembre 1989. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint la GSU. Un jour, j'allais au travail. Armé d'un pistolet, je me rendais travailler en ville. Quand j'étais presque arrivé à ma destination, ou là où nous travaillions, j'ai rencontré des voyous. J'ai été entouré de voyous. Il était environ 19 heures. J'ai été entouré de voyous. Ils ne savaient pas que j'étais policier. Ils ont réussi à me faire tomber. Ils m'ont arraché tout ce que j'avais, mais ils n'ont pas vu le pistolet que j'avais. Nous avons essayé de nous battre, mais ils étaient nombreux. Je n'avais pas la force de les surmonter. Alors, ils m'ont dominé. Mais quand ils ont vu que j'avais une arme, ils ont essayé de me l'arracher. Mais je devais me défendre. En me débattant avec eux, j'ai tiré une balle dans la poitrine de l'un d'eux. À ce moment-là, j'étais seul. Mes autres collègues avaient déjà atteint l'endroit où nous travaillions. Mais ce n'était qu'à une centaine de mètres de là où j'étais. Alors ils ont entendu un coup de feu et ils savaient que j'étais derrière. Et ils sont revenus. En revenant, les voyous étaient déjà partis. Et à cause de la lutte, je ne savais plus où était mon arme. Par malchance, les voyous m'avaient arraché l'arme. Je ne savais pas s'ils me l'avaient arrachée à cause de la bagarre que j'avais eue avec eux. Ils m'ont arraché mon arme. Ils ont eu beaucoup de courage de porter l'arme au poste de police, au siège de la CID, qui se trouvait à Milmani, dans ces environs-là. Ils ont porté l'arme pour se protéger, parce qu'ils savaient que j'avais tiré sur l'un d'eux. En arrivant là-bas, ils ont dit aux officiers présents qu'ils avaient arraché une arme à un voyou qui en avait blessé un des leurs par balle. Et ils ont été conduits d'urgence à l'hôpital. Quand mes collègues sont arrivés et que je leur ai raconté l'histoire, nous avons été d'accord sur une chose: aller au CID, parce que c'était le seul poste de police qui était proche. Après être arrivés au siège de la CID, nous avons trouvé une déclaration là-bas. Ils avaient été blessés par balle par un voyou et ils avaient arraché son arme, l'arme du voleur. Mais j'ai réussi à leur dire que peut-être c'était moi, parce que l'endroit que vous mentionnez, ces voyous avaient, disent-ils, arraché une arme à un voyou. Ce n'était pas un voyou, c'était moi. Et comme vous me voyez,
Je suis policier. Ils m'ont dit de monter dans leur voiture. Nous sommes allés à l'hôpital. J'ai trouvé le gars. Tous les gars étaient là. Le gars que j'avais blessé par balle était là. D'ailleurs, il y a une règle qui est celle-ci. Celui qui arrive le premier à la police est le plaignant. Donc, comme ils étaient arrivés avant moi, ils étaient les plaignants. Donc c'est eux qui devaient être entendus, pas moi. Ils étaient les plaignants. Alors j'ai dû être enfermé à l'intérieur du poste de police pour qu'ils fassent leurs enquêtes, pour savoir ce qui s'était réellement passé à ce moment-là. Alors j'ai été enfermé dans les cellules de police pendant 4 jours. Après cela, les policiers sont venus et m'ont dit de retourner à mon poste et d'attendre les enquêtes. Après les enquêtes, ils viendraient me dire le résultat des enquêtes. Et comme je savais que j'étais très innocent, parce que j'étais policier, eux étaient des voyous, et je tentais seulement de me défendre. J'avais le courage de croire que je n'avais rien fait de mal. D'accord, je suis resté là. Après avoir été relâché par les officiers, j'ai été suspendu. C'est la loi des forces. Si tu as une affaire, tu dois être suspendu jusqu'à la fin des enquêtes. Alors je ne savais pas que mes collègues pouvaient se retourner contre moi, me contourner et aller de l'autre côté. Donc mes collègues avec qui je travaillais sont passés de l'autre côté, du côté des voyous. Et je ne savais pas qu'ils étaient ensemble. Et une chose qu'ils ont faite, mes collègues, après l'incident, comme je n'avais pas atteint le lieu de travail, ils sont allés à l'OB, ils ont enregistré l'OB. Ils n'ont pas enregistré que j'étais en service. Donc en fait, en ne m'enregistrant pas comme étant en service, j'avais une affaire à répondre parce que, à l'OB, je n'étais pas présent. Je n'avais pas signalé au travail, donc ça voulait dire que peut-être j'avais une arme et que j'attendais pour d'autres choses à l'extérieur. Mais je suis quand même resté fort parce que je savais que j'étais très innocent. Je suis resté une année entière suspendu, attendant le résultat des enquêtes, jusqu'à ce qu'après 1 an, je sois toujours au camp. Parce que quand tu es suspendu, il n'y a pas de travail. Tu es censé partir. Tu rends tous tes équipements, les équipements de police, et il n'y a plus de travail. Tu dois partir. Tu dois juste te présenter chaque fois, ou 3 fois par jour. Alors après 1 an, j'étais toujours à la maison. J'ai entendu des gens venir. Ils m'ont dit qu'ils étaient des officiers de police du CID et qu'ils venaient me chercher et qu'on allait au CID. D'accord. J'avais toujours du courage parce que je savais que je n'avais rien fait de mal. J'étais en service. Même si je n'avais pas atteint ma destination de travail, je savais quand même que j'étais très innocent. Alors je suis parti avec eux. Donc, l'autodéfense vous a coûté beaucoup, n'est-ce pas? Que s'est-il passé ensuite? Après être arrivé au siège du CID, le DCIO m'a dit que j'avais une affaire à répondre, parce que je devais être conduit au tribunal le lendemain, avec une affaire de vol, avec violence, parce que j'avais tiré sur quelqu'un. Comme les personnes que j'appelais les plaignants, ils sont allés dire que je les avais arrêtés sous la menace d'une arme à feu, avec l'intention de les voler. Quand je n'ai pas réussi à leur arracher ou à prendre leurs biens, en les menaçant avec une arme,
J'ai tiré sur l'un d'eux. Alors cette infraction était vol avec violence. Et comme tu le sais, le vol avec violence n'a pas de peine ordinaire. La seule peine pour le vol avec violence, c'est la prison à vie ou la pendaison. Par chance, la personne qu'on appelle Lio, l'officier enquêteur, a mené ses enquêtes et m'a dit « Sûrement, après mon enquête, je ne pense pas que tu aies une affaire à répondre. Mais comme il y a un plaignant, tu dois aller et te tenir au banc. » Avec cette affaire. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a empêché d'être du mauvais côté de la loi. Il a changé mon dossier. L'affaire à laquelle je devais répondre, c'était coups et blessures graves. Donc je devais être accusé de coups et blessures graves. Nous avons commencé l'affaire avec le plaignant. Nous avons mené l'affaire avec le plaignant. Après cela, le juge m'a appelé dans son bureau ou sa chambre. Ce qu'il voulait de moi, c'était peut-être ce que, je peux dire, peut-être qu'il voulait un pot de vin parce qu'il savait que j'étais très innocent. Alors, il voulait quelque chose de moi, comme s'il voulait m'aider. Mais c'était comme un pot de vin, ce que j'ai compris, et j'ai refusé de lui donner quoi que ce soit que j'avais. Alors il m'a forcé à aller pour le jugement, même si le jour d'audience n'était pas encore arrivé. Après que je sois allé au tribunal, ce jour-là, j'y suis allé avec ma femme et je savais avec certitude que j'allais être emprisonné. Mais je ne voulais pas effrayer ma femme. Je suis allé avec ma femme au tribunal. En arrivant là-bas, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. J'ai pris toutes mes affaires que j'avais dans mes poches, ma carte d'identité, l'argent que j'avais dans mes poches. J'ai vérifié avec ma femme que mes poches étaient vides parce que je savais que je ne rentrerais pas à la maison. Après que le juge est entré dans la salle d'audience, le juge m'a ordonné d'aller me tenir au banc. Après y être allé, le juge m'a condamné à 3 ans sans amende, innocemment. Il m'a condamné à 3 ans. Je n'ai pas cru qu'il m'avait condamné. J'ai su que j'étais condamné quand j'ai été conduit en prison, que j'ai changé mes habits et que j'ai mis l'uniforme de prison. C'est alors que j'ai su. J'étais emprisonné. Mais au tribunal, après avoir été condamné, j'ai dit à ma femme, « Rentre simplement à la maison. » Je n'étais pas encore vraiment sûr que j'étais emprisonné. Je pensais juste, peut-être que c'est une punition, peut-être que le juge me libérera. Mais quand j'ai vu la voiture de prison arriver, j'ai su que c'était fini. J'ai dit à ma femme, « Rentre simplement à la maison. » Et comme c'était 3 ans, je savais automatiquement que ce serait au maximum. Alors j'ai dit à ma femme, « Rentre simplement à la maison. Viens demain à la prison de Kamiti. Tu me trouveras là-bas. Nous parlerons. » J'ai été conduit à la prison de Kamiti. J'ai commencé ma peine de prison. Ma femme a commencé à essayer par tous les moyens de s'assurer que je sois libéré. Elle a fait appel à l'extérieur. J'ai essayé de faire appel quand j'étais là, par tous les moyens.
Des 3 ans auxquels j'avais été condamné, je n'ai purgé que 10 mois. Mon appel a été accepté et j'ai été libéré. Après ma libération, je suis retourné à mon camp. À ce moment-là, pendant les 10 mois, ma femme était toujours au camp. Même s'il y avait des gens qui essayaient de la harceler, de la chasser parce que j'étais en prison. Mais ma femme a tenu bon avec les supérieurs. J'ai rejoint ma femme au camp. Nous sommes restés là. Rien ne s'était passé. Mais la mauvaise chose est que je n'avais plus de compagnie parce que ma compagnie m'avait rejeté. Le quartier général m'avait rejeté. Je n'avais nulle part où travailler. Je suis simplement resté au quartier général. Pas de travail, rien du tout. Mais à la fin du mois, mon salaire arrivait quand même. Même quand j'ai été condamné et envoyé en prison, mon salaire continuait à venir. Il n'y a pas eu un seul mois où j'ai manqué mon salaire. Les 10 mois que j'ai passés en prison, mon salaire était toujours là. Donc, ça voulait dire que je n'avais pas été renvoyé de la force. Et je continuais à revenir au camp. Mon salaire continuait à arriver. Pendant 3 ans, je suis resté au camp. Je n'avais aucun service à faire. Mais mon salaire, à la fin du mois, j'allais prendre mon salaire et la vie continuait. Un jour, pendant que j'étais au camp, et parce que beaucoup de gens savaient que je sortais de prison, les supérieurs qui avaient des proches dans le camp ont commencé à me harceler. Ils voulaient la maison, que je sorte de la maison. Ils n'avaient pas de maison. Alors j'ai décidé de quitter le camp et d'aller dehors chercher une maison là-bas. Je suis sorti du camp, je suis allé chercher une maison dehors. J'y suis resté jusqu'au jour où il y a eu un supérieur dans la force, à qui j'ai raconté mon histoire. Je lui ai dit que je n'avais pas été renvoyé. Ces jours-là ont dû être vraiment difficiles. Est-ce que les choses ont jamais changé? Et si elles ont changé, comment? Après, le supérieur a donné l'ordre qu'un camion vienne prendre mes affaires et les ramène au camp, puisque je n'avais pas été renvoyé. Je suis donc retourné au camp. J'y suis resté une autre année. C'était la 3e année. Toujours sans travailler. Mais mon salaire continuait à arriver. Jusqu'au jour où, pendant que j'étais toujours là, au camp, à la porte, comme il y avait des soldats à la porte, ils avaient un message pour moi du bureau principal. Je sortais du camp. Les soldats à la porte m'ont dit que les officiers supérieurs du bureau principal voulaient me voir. Alors, comme c'est la routine, pour aller au bureau principal, il faut être escorté. Tu ne peux pas y aller seul. Tu dois être escorté. Tu dois être escorté depuis la porte principale jusqu'au bureau principal. Alors j'ai été escorté par les soldats jusqu'au bureau principal. En arrivant au bureau principal, j'ai trouvé l'officier supérieur qui était là et qui a commencé à me menacer. Que pendant 4 ans, j'avais été payé.
alors que je n'étais pas censé être en service, que j'avais été renvoyé depuis longtemps et que je continuais à prendre le salaire ou l'argent du gouvernement sous de faux prétextes. Alors il voulait encore m'emmener au poste de police parce que j'avais pris de l'argent ou un salaire et je n'étais pas censé recevoir ce salaire. J'ai dit à l'officier que je n'ai pas reçu de lettre de renvoi. Personne ne m'a donné de lettre de renvoi. Je n'ai pas été viré. Mon salaire continue à venir parce que si j'avais été renvoyé, mon salaire n'aurait pas pu continuer à venir. Mais il a tout fait pour me menacer. Il voulait même m'emmener au poste de police. Je lui ai dit « Emmène-moi simplement au poste de police, parce que je suis très innocent. Je n'ai pas été renvoyé. » C'est vrai, j'ai été emprisonné. J'ai été libéré et je suis revenu. Vous ne m'avez pas payé mes droits. Mon salaire continue à venir. Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit qu'il me donnait 5 minutes pour sortir du camp. Et si jamais on me voyait dans le camp, il saurait quoi me faire. Alors à ce moment-là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de raison d'être harcelé ou molesté par les supérieurs. Je vais commencer une nouvelle vie. Je suis sorti du camp, j'ai pris toutes mes affaires et je suis allé chercher une maison dehors. Et j'ai oublié le camp. Mais il restait encore une chose que je devais faire. Je n'avais pas de lettre. Je n'avais pas reçu de lettre pour montrer que j'étais policier, ou une lettre pour montrer pourquoi ils m'avaient mis dehors du camp. Je pensais que quelqu'un aurait pu vous aider à un certain moment. Cela ressemble presque à une rancune personnelle ou à un test de votre patience. Avez-vous déjà reçu votre part de l'argent? Alors, après une autre année, je suis allé au quartier général de la police. Au quartier général de la police, c'est là que tu trouves les supérieurs. Encore plus que ceux qui sont au camp, je leur ai raconté mon histoire. Mais ce que je leur ai dit, c'est que je veux seulement ma lettre de décharge pour me montrer la raison pour laquelle j'ai été renvoyé ou expulsé du camp. La seule lettre qu'on m'a donnée, c'est celle-ci. Et si tu peux voir, je n'ai pas été renvoyé de la force. La lettre montre seulement que j'ai été terminé du service. J'ai juste été terminé du service. Donc je suis censé recevoir mes droits. Parce que je sais que si tu es renvoyé, c'est là que tes droits se perdent. J'ai commencé à aller et venir pour voir si je pouvais avoir mes droits. Mais les seuls droits que j'ai reçus de la force, c'est mon argent. It is called the Women and Children Pension Scheme, WCPS. C'est le seul argent qu'on m'a donné. Parce qu'après avoir reçu le WCPS, tu es censé recevoir ta pension si tu as fini ton terme. Et comme ma lettre de décharge montre que j'ai fini mon terme, je n'ai rien reçu. Recevez-vous encore votre salaire? Je ne savais plus pour le salaire. Parce qu'après avoir été expulsé du camp, je ne voulais pas de fracas avec eux. Alors je ne suis pas retourné au camp.
Donc je ne savais pas si mon salaire continuait à venir ou pas. Je ne suis pas retourné au camp. À notre époque, on ne nous payait pas par compte bancaire. À notre époque, quand le salaire arrivait, on allait simplement, on faisait une file. Au bureau, tu y allais, l'officier était là, tu lui donnais ton numéro, il vérifiait sur la liste de paie et voyait ton numéro. Tu signais, on te donnait du cash. You tell him your number, you check at the payroll list, see your number, you sign, you are given cash. À notre époque, on nous donnait de l'argent en espèces lors d'un défilé. Ce n'était pas un compte bancaire. Donc, je ne suis pas retourné au camp. Je ne savais pas si mon salaire arrivait encore. J'ai juste décidé de commencer une nouvelle vie et d'oublier le camp, les forces, et de commencer une nouvelle vie. Avez-vous essayé de rétablir votre nom plus tard? Je n'avais personne pour me soutenir. Parce qu'une chose que je sais à propos du gouvernement, c'est que même si tu avais des amis au gouvernement et que maintenant tu n'es plus avec eux, tu es en quelque sorte un étranger pour eux, personne ne peut t'aider. Donc j'ai juste abandonné. J'ai juste abandonné et décidé d'avoir une nouvelle vie et d'oublier le passé. Je ne me suis pas embêté à aller voir les avocats ou autres parce que je savais qu'à ce moment-là, je n'avais pas d'argent. Si je voulais un avocat, il fallait de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Si je veux que quelqu'un m'aide, il faut de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Donc j'ai juste décidé d'oublier ça. Comment est la vie maintenant? Après cela, j'ai commencé une nouvelle vie. J'ai commencé ici et là, allant ici et là, à la recherche d'emploi. Nulle part où trouver un emploi. J'ai commencé plusieurs métiers, travaillant dans des fermes, construisant des maisons comme ouvrier, jusqu'à ce que j'arrive à obtenir un emploi au bureau des agents de sécurité. Security guards jobs. J'ai commencé à travailler dans la sécurité parce que je savais que c'était la seule carrière que j'avais. Career I have. Si vous aviez la chance de dire quelque chose au chef du Kenya aujourd'hui, que diriez-vous? Peut-être de vraiment considérer les personnes qui ont été dans les forces, parce que après avoir quitté les forces, beaucoup de personnes des forces, quand elles quittent les forces en pleurant, et après avoir quitté les forces en pleurant, elles rencontrent beaucoup de défis à l'extérieur. Parce que si jamais quelqu'un apprend que vous étiez dans les forces, il n'y a aucun emploi qu'il peut vous donner. Il n'y a aucun emploi que vous pouvez obtenir. Donc, si jamais il y a une chance pour les personnes qui viennent des forces et qui n'ont pas de mauvais antécédents, de les considérer d'une autre manière. Il y a tellement de choses qu'un ex-soldat peut faire. Il y a tellement de choses dans le gouvernement qu'un ex-soldat peut faire. Et cela peut influencer beaucoup de choses dans le gouvernement. Au lieu que les ex-soldats qui sont dehors, ici, soient inactifs, sans emploi, leur mentalité peut être très dangereuse pour le gouvernement parce qu'ils connaissent les armes, ils connaissent les équipements. Et si jamais quelqu'un se dit « Maintenant, je n'ai pas d'emploi, je n'ai rien » et change d'avis, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire parce qu'il connaît les armes à feu, il connaît tout. Mais si le gouvernement regarde ces personnes et essaye de les placer quelque part,
Je pense qu'il y a encore une place où l'on peut garder ces personnes afin que ces fracasses ou quoi que ce soit qui arrive dans le pays puisse diminuer. So that this fracas or whatever Parce que maintenant, ce que je sais, c'est que can reduce. ces personnes qui étaient dans les forces et qui ont quitté les forces en pleurant, What I know, ce que je sais, c'est que la plupart d'entre elles sont mortes. they left the forces crying, Pourquoi? Parce qu'elles ont peut-être rejoint de mauvaises personnes, have died. peut-être elles ont rejoint de mauvais groupes, elles ont rejoint beaucoup de choses qui sont illégales dans le pays. Maybe they joined bad groups. They joined many things which are illegal in the country. Que prévoyez-vous de faire ensuite? At my age now, À mon âge maintenant, je pense que j'arrive à un âge où mon corps a besoin d'un endroit pour se reposer. my age wants somewhere to relax. Though I'm working with a Même si je travaille avec une société de sécurité, à mon âge, je trouve cela difficile. I think it's hard. Je travaille parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, It's hard mais c'est difficile avec mon âge. with my age because most of the time Parce que la plupart du temps, je travaille de nuit night duties. et je ne suis plus de cet âge-là. Donc, à mon âge, je pense qu'un meilleur travail serait de faire son métier, se détendre, prendre soin de sa santé. Relax because your body health. But at Mais à mon âge, en ce moment, vous voyez, on ne dort pas, on n'a pas un bon sommeil, a good sleep, on travaille trop, on n'a pas de temps pour se reposer. but Alors qu'à votre âge, si vous trouvez une place a place ou un travail à vous et que vous pouvez vous détendre, relax. faire votre travail, vous occuper de vos enfants. Children, Si quelqu'un veut vous contacter pour du travail ou pour toute forme d'aide, comment peut-il vous joindre? okay, my number is D'accord. Mon numéro est dans la description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent m'aider. 15. Et mon nom est Steven Mwangi. That's my number, and my name's Steven Mwangi. A-t-il mérité ce qu'il a traversé? Pas du tout. Un acte de légitime défense n'aurait jamais dû le conduire en prison. Certainement pas. Cet homme a déjà tellement souffert, et pourtant je vois encore de la force en lui. Il faut un vrai courage pour recommencer sa vie à zéro. Et il fait de son mieux pour y parvenir. J'ai fait ma part en vous apportant son histoire. Maintenant, c'est votre tour. Vous pouvez commencer à l'aider simplement en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre possible de personnes. Car on ne sait jamais, quelqu'un quelque part pourrait être en mesure de changer sa vie. C'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner.